L'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador. Ici, la parole est directe. La parole au président du modèle, M. Alouba, qui nous a rejoint sur ce plateau. Avec lui, donc, on va jeter un nouveau regard sur la marche de la transition. Il n'était pas au pays, il est de retour. Et d'où, de là où il était, il a observé le déroulement, en tout cas, continu de cette transition. Il est notre invité précis. Bonjour à vous, M. Ba. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Première question, forcément en lien avec l'actualité, Mohamed Kaba. Alors, M. Alouba, président du modèle, c'est un secret de polichinelle. Charles Wright, Bala Samoura, deux titans qui s'affrontent et les deux cartes sont suspendues. Quelle est votre lecture? Écoutez, j'ai suivi ça, je pense, hier. Je crois que le débat tournait autour des questions juridiques, des questions de forme, sur des habilitations et tout ça, que je ne maîtrise pas bien parce que moi je ne suis pas juriste. Mais je me dis que ce type de spectacle, quand même, on peut l'éviter parce que ça n'honore pas tout à fait notre pays. Ce ne sont pas des responsables les moindres. Et je crois que ceci dénote un certain niveau de déliquescence dans le fonctionnement de nos institutions où certains ont pris des mauvaises habitudes dans la conduite de la gouvernance. En l'occurrence, il est difficile pour certains administrateurs de respecter les lois du pays. Je ne vais pas faire un jugement de valeur sur ce que tel aurait dû faire ou tel autre aurait dû éviter. Mais ce qui est certain, c'est que la Guinée est encore en train de replonger dans des pratiques que nous avons connues de par le passé, de la cacophonie au sommet de l'État. Tout ceci n'est pas de nature à rassurer les citoyens, encore moins ceux qui regardent la Guinée et qui voudraient que ce pays aille de l'avant. La Guinée est en train de replonger, c'est ce que vous dites. Oui, tout à fait. Ça veut dire que vous notez pas grand-chose en termes de changement depuis le 5 septembre. C'est le statu quo, c'est les mêmes pratiques. Écoutez, je pense que nous allons aborder les sujets de fond en ce qui concerne la transition. J'aurai l'occasion de voir ou de dire ce que je pense de la conduite de la transition, mais essentiellement sur la question de Mohamed Kaba. En ce qui concerne le juge Charles Wright, que j'ai connu par le fait de ses actions, comme tout le monde, que je ne connais pas personnellement, mais j'avoue que j'ai de l'admiration pour lui, pour ce qu'il a eu à faire au temps du régime d'Alpha Condé, le courage dont il a fait preuve et qu'il continue d'avoir. Donc je pense qu'il fait partie des réformateurs de ce pays, des gens qui portent une ambition de réformer, de redonner à la Guinée une image plus respectable, plus honorable. Donc, le fait qu'il soit suspendu pour avoir rappelé à l'ordre quand même quelqu'un qui est considéré comme un des pontes de la junte du CNRD, en l'occurrence le colonel Bala Samoura. Avant lui, il y a cette dame, la pauvre Fatoumata Yari, qui a fait les frais également, qui a été tout simplement dégommée. Est-ce que ce sont des faits concordants qui peuvent faire dire que c'est la boussole, la justice qui était considérée comme la boussole, est en panne aujourd'hui? Mais il y a des raisons de s'inquiéter. Parce que cette justice dont on parle, qu'on a voulu mettre au cœur à travers les discours du président de la transition et de certains de ses collaborateurs, tarde à s'affirmer comme étant une véritable boussole. C'est l'exécutif de la transition continue d'avoir une mainmise, une certaine influence. Et nous savons aussi que la gendarmerie et la police, pour ce qui concerne le précédent régime, n'ont pas brillé par leur esprit républicain. Quand on parle de la gendarmerie, bien entendu, colonel Bala Samoura, il n'est pas exempt de reproches par rapport à tout ce qui s'est passé dans ce pays. Il fait partie des comptables du bilan d'Alpha Condé en termes de gestion de l'ordre public, de gestion de sécurité intérieure, de répression. La gendarmerie a été citée dans beaucoup de rapports et il fait partie des plus hauts responsables de la gendarmerie. Aujourd'hui, il est le haut commandant et bien entendu, il faut se poser la question à savoir, est-ce qu'il est prêt à faire sa mutation? Bien entendu, la justice pourrait bien s'en occuper. Est-ce qu'il est prêt encore à continuer à avoir la même attitude? Je n'en sais rien, mais ce qui est certain, c'est que le problème semble être assez délicat. Bien. Alouba, président du modèle, notre invité, la suite avec vous, on parle du FNDC. Alors, Aliou, vous êtes du FNDC politique. Tout récemment, M. Lansana Kouyaté, lors d'un meeting au siège de son parti, a signalé la disparition ou l'éventuelle disparition du FNDC politique. Votre réaction ou, en tout cas, c'est l'agenda chez vous actuellement?
Non, moi je n'ai pas discuté de ça avec qui que ce soit. Hein. J'ai vu la déclaration. Moi, je n'étais pas là. Ouais. J'étais à Bruxelles pour des raisons professionnelles. Quand j'ai vu ça, je me suis interrogé. Parce que moi, je n'ai discuté. Vous avez parlé avec le grand frère ou pas? Non. Ni avec Sidia, ni avec l'Ansana. Ouais, parce que du côté de l'UFR, on maintient que la branche politique du FNDC est toujours d'actualité. Oui, sauf que ici, dans ce studio, permettez-moi de vous le dire, nous avons reçu Koundouno qui allait dans le même sens que Lansana Kouyaté. Bon, écoutez, vous savez, il y a un angle à partir duquel on pourrait comprendre cela. Le FNDC politique, en fait, ce n'est pas une coalition politique, ce n'est pas une structure, si vous voulez, formalisée comme s'il y avait une entente. L'histoire a fait que lorsque certains partis politiques ont quitté le FNDC, d'autres sont restés. Le modèle, par exemple, n'est pas membre d'une alliance politique en Guinée. Depuis l'ère Alpha Condé, nous avions choisi de continuer d'évoluer sans pour autant s'engager dans un quelconque accord politique en termes d'alliance ou de coalition. Alors, après la chute du régime, il s'est trouvé que les coalitions, certaines étaient constituées et d'autres aussi se sont constituées par la suite. Maintenant, les partis politiques existants comme le Modèle, comme l'UFR, comme le PDN, avec lesquels nous continuons de discuter au sein du FNDC avec les acteurs de la société civile bien avant la chute d'Alpha, il s'est trouvé que nous nous sommes organisés pour être identifiés comme étant une entité qui pourrait participer aux différentes discussions au sein de la classe politique. Donc le FNDC politique, c'est en ce sens, et nous avons estimé d'ailleurs que pour avoir mené ce combat, nous avons la légitimité de porter l'identité aussi du FNDC. Parce que bien entendu, c'est un état d'esprit, ce n'est pas une entité à coloration uniquement sociale. Elle a aussi une coloration politique. Donc c'est pourquoi cela a existé. Maintenant, ces derniers temps, j'ai vu des avis qui sont exprimés. Peut-être pour éviter que cela gêne la société civile, en particulier qui représente, si vous voulez, le socle, la base du FNDC, on pourrait bien envisager cette option. Ça ne peut pas être conflictuel en fait. Ça ne peut Mais est-ce que ça ne l'est pas déjà, Aliou? Parce que moi je ne comprends pas que dans ce FNDC politique-là, j'ai l'impression, vous pouvez ne pas le confirmer, qu'on se joue du BL en quelque sorte. Hein. Du modèle. Du modèle, pardon. Du modèle, bon, il était au BL. Parce que à l'époque où on devait choisir les deux représentants pour siéger au CNT, voilà, on prend deux des dix grands partis, le modèle n'est pas pris. Et là, on constate que quand d'un côté c'est l'UFR qui dit non, on va procéder à une mue du FNDC politique et que Kouyaté de l'autre côté disent qu'on est même mort, que vous n'êtes pas au courant de tout ça. À la fin, je me demande si quel est l'intérêt vos deux grands frères, Sidia et Kouyaté, ont du respect pour Aliou Ba, même s'ils semblent le dire quand même souvent dans les médias. Semble clamer. Ah ben si, moi je ne pourrais pas remettre en cause le respect qu'ils ont pour ma personne. Je discute avec tous les deux, c'est des gens pour lesquels j'ai du respect. Et généralement j'ai du respect pour tout le monde le sait. Mais lorsqu'il s'agit de discuter du positionnement du modèle, mes collaborateurs et moi on en parle et puis on définit quelle est la position à adopter. J'ai eu l'occasion ici chez vous pour parler de cette répartition-là de postes par rapport au CNT. Nous avions estimé à l'époque qu'il fallait prendre suffisamment de hauteur pour ne pas se tirailler une question de représentation dans un organe de transition. Un parti politique a vocation à aller aux élections et conquérir l'électorat pour pouvoir exercer des responsabilités. Donc si on dévie ça, c'est qu'on a créé un parti pour négocier des petits trucs dans une transition. C'est vous qui aviez fait profil bas. Hein? Oui, c'est nous qui avions fait profil bas. On a pris suffisamment de hauteur. On a voulu polémiquer avec personne pour une question de répartition de postes. Nous avons toujours dit au sein du modèle que l'objectif, c'est d'aller aux élections et de participer aux consultations électorales au niveau local et au niveau national pour pouvoir exercer des responsabilités électives. Au nom du parti. Bien. Talibé, on va aller très vite. Monsieur Aliba, l'autre actualité, c'est au RPG qui tient une convention extraordinaire de même pour certains à l'effet d'Adoubé Kassori Fofana. Et l'autre versant de l'actualité au RPG, c'est ce fameux audio d'Alpha Condé qui prouve pour certains que Alpha est libre de tout mouvement et que la junte n'a pas tenu parole puisque la junte annonçait qu'il reviendrait aussitôt ses soins terminés. Moi, je crois que le porte-parole du gouvernement était là lundi. Il a dit que le CNRD ne contrôle pas des Guinéens hors de nos frontières. Y compris alors nos ambassadeurs. S'ils ne contrôlent pas les Guinéens qui sont hors de nos frontières, ça veut dire qu'ils ne contrôlent même pas nos ambassadeurs. Parce que ce sont des Guinéens aussi. Moi, je crois qu'on peut s'économiser ces types de ratés. Il faudrait simplement se dire une chose. Le CNRD est en train
de jouer avec sa crédibilité sur la question Alpha Condé. Oula. Ils avaient fait un communiqué lorsqu'ils sortaient de la Guinée pour dire clairement qu'ils bénéficiaient d'une permission médicale et qu'il y allait pour des raisons sanitaires selon un délai très précis. Ouais. Et il se trouve qu'aujourd'hui, à travers cette vidéo dont vous avez parlé, il se trouve que Alpha Condé ne montre pas véritablement des signes de quelqu'un qui est en train de se soigner. Ouais. Plutôt, il s'occupe des questions politiques, il envoie des messages politiques, il fait des initiatives. Et tout ceci, tout le monde avait alerté le CNRD et l'opinion publique sur éventuellement le danger que pourrait représenter Alpha. On ne peut pas débarquer quelqu'un pour des raisons qu'on dit, un ancien président à qui on peut reprocher beaucoup de choses, sans pour autant l'inculper, sans pour autant prendre des initiatives par le fait de la justice, tout en lui signifiant ce que le peuple de Guinée lui reproche, parce que la gestion, elle est automatiquement soumise au principe de redevabilité. Lorsqu'on gère, on rend compte, ce n'est pas une chasse aux sorcières. Alors, voir Alpha aujourd'hui faire des actes comme ça, et que le CNRD ne dise absolument rien, et apprendre d'ailleurs que Alpha Condé n'est plus sous le contrôle du CNRD. En tant que citoyen, il n'est pas un citoyen ordinaire. En dehors du pays, je pense qu'avoir de tels propos, c'est continuer à décrédibiliser le CNRD. C'est un très mauvais service qu'on est en train de rendre à la transition sans se rendre compte. La question Alpha sera pesante. Pensez qu'Alpha Condé, il peut, d'où qu'il est, il peut être un facteur de déstabilisation de cette transition? Absolument. Moi, je n'ai jamais eu confiance en Alpha parce que je l'ai combattu. C'est vrai, je fais partie de ceux qui l'ont combattu et ouvertement, je n'ai pas besoin de cacher mon opinion. Et je pense que c'est quelqu'un, à son âge, il ne peut pas se réinventer. Ce n'est pas à plus de 80 ans qu'on peut quand même redevenir vertueux, si on a été vicieux pendant toute sa vie. Et ce qui aurait été important, c'était de l'encadrer, de faire en sorte que sa capacité de nuisance soit réduite et qu'il se préoccupe beaucoup plus, certes de sa santé. C'est un humain, je milite pour qu'il se soigne, c'est normal. Mais qui se préoccupe beaucoup plus des comptes qu'il a à rendre à la Guinée. On avait espéré avec le CNRD que pour une fois, on a un ancien président qui est en vie, donc qui n'est pas mort au pouvoir, tant mieux, c'est une évolution. Pour notre pays, on l'a salué, le fait qu'il n'ait pas été victime d'une quelconque forme de violence. Mais on aurait quand même pensé que le CNRD allait lancer un signal fort pour l'avenir, pour dire que désormais, quel que soit celui qui va diriger la Guinée, quel que soit le niveau de responsabilité qu'il occupe, il ne peut pas s'échapper s'il ne rend pas compte. Aujourd'hui, il faut désespérer qu'il soit ramené et qu'on l'amène à se préoccuper beaucoup plus de son sort judiciaire que de s'occuper des questions politiques. Justement, c'est la question que je pose. Est-ce qu'il faut désespérer qu'il soit hors de portée de faire revenir Alpha Condé pour répondre justement de sa gestion au plan en termes de crimes de sang, mais aussi de crimes économiques? Tout porte à croire que c'est le cas. Parce qu'aujourd'hui, le CNRD ne hâte pas le pas par rapport à la question Alpha. Si son porte-parole dit déjà de façon vague que c'est un citoyen qui est hors contrôle du CNRD parce qu'il serait le porte-parole du gouvernement, le porte-parole du gouvernement, ça voudrait dire que carrément Alpha, sa gestion n'est plus une priorité. Alors, si toutefois cela est, ça voudrait dire que le discours du 5 septembre serait une arnaque. Parce que si on prononce le discours sur la base, on dit on a pris le pouvoir, on a fait le coup d'État, sur la base des anomalies, des dysfonctionnements, des crimes commis, etc., etc., etc. Oui. On le dit clairement, on s'engage moralement à mettre la main sur tous ceux qui sont responsables de ce mal. Si aujourd'hui on n'en fait pas une priorité, ça voudrait dire qu'à la fin, c'est comme si ce coup d'État est un arrangement. Et là, on ne veut pas aller jusqu'à croire à cela. Mais la seule façon pour nous d'avoir des garanties que le coup d'État du 5 septembre n'est pas un arrangement interne, c'est lorsque le CNRD se montrera intransigeant par rapport aux comptes à rendre sur les questions économiques, sur les crimes de sang. Aujourd'hui, les crimes de sang, on ne parle pas. Et pourtant, y compris le président du CNRD, tout le monde a exprimé son indignation par rapport à des centaines d'innocents qu'on a tués. Et là-dessus, vous réclamez la mise en place d'une juridiction spéciale. Absolument. Le groupe des 58. Il faut qu'il y ait une juridiction spéciale parce qu'aujourd'hui, les anciens, les bourreaux, les présumés responsables de tous ces crimes, qui avaient des postes de commandement par rapport à ces crimes qui ont été commis, beaucoup d'entre eux sont en train de narguer la population. Il y en a certains même qui sont à l'extérieur du pays. D'autres sont là qui sont en train de se pavaner. Et quand tu vois sur la question de Talibé, la question du RPG, mais quand même, pourquoi à un moment donné, à Bakar, certains n'ont pas un minimum de gêne? Parce que quand je vois, avec tout ce qu'ils ont fait subir aux Guinéens, quand vous prenez un homme comme Kassori,
et tout ce qui tourne autour. Ceux-là, il y a quelques mois, ils ont été débarqués pour ce qu'ils ont fait. Et les mêmes ne peuvent pas aujourd'hui prétendre faire face encore aux Guinéens et leur demander de leur faire confiance pour des responsabilités électives. Normalement, ceux-là... Ils ne sont pas déchus de leurs droits quand même. À la limite, non, oui. Ils ne sont pas déchus de leurs droits. C'est pour ça que je parle de morale. Oui, bien sûr. Le CNRD doit s'en occuper, ça c'est d'une part. À défaut de s'en occuper, à un moment donné, il faut savoir s'effacer. On se dit, tiens, j'ai tellement fait du mal. Moi, j'ai besoin de m'expliquer avec ma conscience. Mais si on n'a pas une conscience, qu'est-ce qu'on fait? On est là, on se positionne, on sourit aux gens, on fait comme si de rien n'était. Toutes ces victimes-là, il y en a des corps qui ne sont même pas encore refroidis. Il y a des victimes, tout le monde a vu ça. Et qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Vous vous couchez, vous dormez, et demain vous revenez dans un siège. Moi j'ai envie de briguer ceci, je suis celui-là. Mais à la limite, si le CNRD ne veut pas s'occuper de la justice pour faire en sorte que la raison pour laquelle le coup d'État du 5 septembre a été fait, il faut qu'il nous prouve que cette raison était vraiment valable. Donc le CNRD doit mater le RPG? Absolument, il doit. Je ne dis pas tout le RPG. Le RPG a des instances, ils ont des cadres, peut-être qu'ils sont irréprochables de certaines choses. J'en connais certains qui n'ont quand même pas pris une responsabilité directe dans les actions qui ont été posées. Mais d'autres qui ont gouverné, qui sont connus, qu'on a débarqué et qu'ils ont fait défiler devant les gens, ils les ont convoqués. On a montré à tout le monde que c'est tel et tel et tel, ils ont fait ça. Ils ont occupé des responsabilités au moment où on a massacré des Guinéens ici. On a dilapidé des ressources publiques. Ceux-là, pourquoi ils ne doivent pas être convoqués pour répondre devant une juridiction spéciale? Ils doivent le faire. Bien. Ali Ouba, président du modèle, voilà, le tombant dans ce studio. Allez, question, le tour à vous, Mohamed Kaba. Alors, Ali Ouba, d'aucuns pensent que la transition bave aujourd'hui, et d'autres pensent aussi que la transition tangue. Chacun va de son côté. De son qualificatif. De son qualificatif. Patatras, le CNRD, la CEDEAO fixe un ultimatum à la junte, vu qu'aujourd'hui, nous sommes tous confus. Ni le chronogramme, ni le délai n'est pas encore connu par le CNRD. Quelle est votre lecture là-dessus? Ce qui est dommage, parce que nous n'avons pas de visibilité sur l'avenir. Et cette obscurité-là, elle n'est à l'avantage de personne, encore pas la Guinée. Et le CNRD de surcroît. Aujourd'hui, la classe politique à laquelle nous appartenons a fait preuve de disponibilité, de responsabilité, de promptitude pour accompagner cette transition. Ce n'est pas parce que vous avez pris le pouvoir que vous ferez de la Guinée votre propriété. Même si on prend les pouvoirs par des élections, on ne fait pas d'un pays et ses citoyens une propriété pour se taper la poitrine en se disant c'est nous qui avons pris le pouvoir. C'est nous qui sommes allés à la mort. Allez à la mort. Mais nous avons été tués avant vous. Bien. Il y a des gens, combien de compagnons on a perdu? Moi j'ai toujours vécu en Guinée, on a été traumatisés ici par ce régime. Mais nous sommes restés. Bref, c'est pas ça le sujet. Le plus important, c'est de savoir, vous devez gérer de façon collégiale. Vous n'avez pas besoin de dire que tout le monde va être dans un gouvernement. Mais l'inclusivité devait prévaloir. Lorsque nous avons fait la première rencontre avec le CNRD, le 14 septembre 2021, 9 jours après la prise du pouvoir, chacun de nous s'est exprimé et a manifesté sa disponibilité pour accompagner la transition. Depuis ça, cela n'a jamais manqué. Nous avons fait des mémorandums. Toutes les fois que nous sommes invités, nous venons. Vous êtes à bout aujourd'hui? Nous avons fait... Non, pas tout à fait. Pour la Guinée, on ne se fatiguera jamais. Parce que c'est notre pays, nous avons besoin... Autrement, est-ce que vous êtes au bout de votre patience? On est obligé aujourd'hui d'envisager... Parce que le discours commence à changer. Oui, mais le discours s'est réduit. Il doit changer. Vous menacez même, le groupe des 58, vous menacez de reprendre les manifs. Beaucoup d'entre nous... Le groupe a grossi, hein? Beaucoup d'entre nous ont fait presque... 58. Beaucoup d'entre nous ont fait presque le tour du monde pour sensibiliser les partenaires techniques et financiers de la Guinée, pour leur dire, attention, ne les sanctionnez pas, ne sanctionnez pas la Guinée, ne prenez pas des positions radicales. Ces jeunes-là, cette junte-là, on va faire en sorte que nous contribuions à encadrer la transition. Nous allons leur manifester notre disponibilité à le faire. Mais aujourd'hui, on est obligé de nous repositionner et de reconsidérer la position que nous avions au départ. Parce que toujours est-il qu'on ne peut pas accompagner aveuglément sous prétexte qu'il faut être dans un bateau, étant donné qu'on ne sait pas dans quelle orientation cela va. Donc le groupe du G58, G61 d'ailleurs, parce que ça s'est élargi, il y a d'autres partis qui sont arrivés. Nous avons fait une déclaration, la deuxième d'ailleurs. La première est venue le 9 mars dernier, la deuxième est venue hier. Elle a été publiée. Le modèle fait partie... Qu'est-ce qu'on peut en retenir globalement du contenu de cette déclaration? Nous avons dit clairement que nous souhaitons la création d'un cadre formel
de dialogue politique. Ce n'est pas nouveau. Qui va faire intervenir. Cette demande n'est pas nouvelle. Oui, justement, et on la renouvelle. Malheureusement, nous sommes amenés à le répéter parce que derrière, les autorités semblent inaudibles par rapport à cette demande. Vous êtes toujours dans la pédagogie. Dans la pédagogie, nous continuons d'insister. Un cadre formel de dialogue où nos propositions vont être mises en contradiction. La dernière fois que j'étais ici, je vous avais brandi une proposition du modèle sur le processus de la transition. Effectivement. Un calendrier qu'on pourrait utiliser pour sortir de la transition. Très bien charpenté d'ailleurs. Très bien charpenté. Ce document a été partagé avec tout le monde. Et en substance, qu'est-ce que vous proposez en termes de délai et tout cela? J'étais revenu là-dessus lors de la dernière émission. Alors, ce que j'étais en train de dire ici, la création du cadre. Pour discuter de quoi? Des questions constitutionnelles, les questions électorales, la mise en place d'un organe de gestion des élections, la question du fichier électoral. Entre autres, ce sont des questions essentielles dont on ne peut pas débattre sans la classe politique. Parce que c'est que certains ont comme vue d'esprit ici. Et c'est vraiment réducteur et c'est une erreur de penser que lorsqu'on parle de la classe politique, on parle des individus. Non, on parle de tous ceux qui se reconnaissent dans les partis politiques dirigés par les responsables qui signent ces déclarations. Et d'ailleurs, je pense que les partis politiques sont légitimes, plus légitimes que n'importe quelle autre structure dans ce pays. Absolument. Parce qu'ils sont habilités par les militants qui cotisent et qui leur donnent les voix. Absolument. Ce n'est qu'un parti politique qui peut vous dire « j'ai tel nombre de personnes qui se reconnaissent en moi ». Tous les autres ne peuvent pas le faire. Donc vous ne voulez pas d'un cadre fourre-tout? Non, pas du tout. C'est un cadre politique. Les questions à traiter, nous avons été très précis sur les questions à traiter. Et nous voulons faire intervenir dans ce processus les partenaires techniques et financiers. Nous avons un groupe d'ambassadeurs ici qui ont toujours manifesté leur intérêt pour que la Guinée aille de l'avant. Ce ne sont pas nos ennemis, ce sont des amis de la Guinée. Aujourd'hui, même ceux-ci sont en train d'exprimer des inquiétudes par rapport au manque de visibilité sur la transition. La CEDEAO est en train de nous talonner. Nous appartenons à cette communauté. Cette CEDEAO, elle nous a mis un délai à partir duquel il faut nécessairement qu'on puisse donner une visibilité. C'est la moindre des choses. Au lieu de répondre à la CEDEAO par arrogance, je pense qu'on va beaucoup plus gagner à faire notre propre introspection et qu'on se retrouve entre nous. Mais aujourd'hui, l'intervention des médiateurs de la CEDEAO, des facilitateurs, l'intervention en quoi c'est nécessaire? Pourquoi vous le réclamez tant, la désignation des facilitateurs de la communauté internationale? À force d'insister qu'on se comprenne entre nous les Guinéens et qu'on n'arrive pas à nous faire entendre, on n'arrive pas à faire accepter cela. Le CNRD a déployé des moyens et des efforts pour amener les cadres du CNT à l'intérieur du pays. Ils ont annoncé l'ouverture des assises nationales. Ils ont pris tellement d'initiatives. Ouvrir un dialogue politique, créer un cadre de dialogue. Et j'ai eu l'occasion de le dire à beaucoup d'entre eux avec lesquels j'ai eu des discussions. Je leur dis, ça vous coûte rien, ça ne peut que vous grandir. Mais si vous ne le faites pas, vous voulez ignorer les acteurs politiques et leurs militants, la population. Vous voulez avoir la prétention de tout faire, vous seul, avec beaucoup de mépris. Et d'ailleurs, le discours arrogant commence à remonter en surface. Et ça, c'est pas bon. Souvenez-vous, Aboubacar, la transition de 2008, Dadis, ses premiers discours, tout le monde avait salué, c'était de très bonnes intentions. On a vu au fur et à mesure comment ça a évolué. Il y a certains qui se mettent autour, qui commencent à stigmatiser, tel ne t'aime pas, tel ne fait pas ceci, il faut éloigner tel, il faut combattre tel, il faut humilier tel, il faut ridiculiser. Dès que vous avez des gens comme ça autour de vous, dites-vous bien que ce sont ceux-là qui vont pourrir la transition de l'intérieur. Donc ceux qui veulent saboter cette transition, ils doivent forcément être de l'intérieur, et c'est ceux-là qui sont en train de conduire le président de la transition, y compris ses collaborateurs, dans les erreurs. Et ça, nous voulons l'éviter parce que c'est la Guinée qui aura à perdre. En parlant des injonctions de la CEDEAO et des menaces, parce que moi, je pose la question à Aliouba, l'économiste, parce que ce que nous craignons, est-ce que ce n'est pas les mêmes sanctions économiques et financières que le Mali? Et en termes de conséquences, vous pensez que nous pourrons tenir ou pas? Parce que sans doute, si on ne répond pas favorablement, on sera dans le même cadre que la CEDEAO. Alors, en termes de conséquences, qu'est-ce que vous visualisez? Qu'est-ce qu'on peut redouter à l'horizon? Mais souhaitons que ça n'arrive pas, parce que déjà, on a une économie très très faible. Si ça arrivait. Si ça arrivait, ça va empirer. Parce que déjà, nous avons une économie très faible. Et bien, en période de transition, il ne faut pas rêver quand même que l'économie se porte mieux. Parce que tout simplement, une situation d'exception n'est pas une situation qui favorise la confiance. Et l'économie est basée sur la confiance. Aujourd'hui, même au niveau interne, vous avez beaucoup de réticences par rapport aux acteurs politiques, aux acteurs économiques locaux. À plus forte raison, les investissements étrangers.
certains vont s'engager. Quand je vois dans le secteur minier, par exemple, on a célébré Rio Tinto qui s'est fait ceci, cela. Mais ce n'est pas nouveau. Lorsqu'on s'engage, théoriquement, on se dit oui, on a un projet, on veut investir à telle hauteur. Mais quels sont ceux qui mobilisent les ressources? Ce sont les secteurs financiers, les banques en particulier, vers lesquels on va et on leur dit voici un projet porteur, allons en Guinée, faisons de l'investissement. Alors lorsqu'on évalue, ne serait-ce que le risque politique dans le pays, on se dit le risque politique est élevé, d'autant plus qu'il y a une situation de vide institutionnel, parce qu'une transition n'est pas une période normale. Donc il y a une situation anormale. On ne sait pas quand est-ce qu'on reviendra à la normalité. Et il n'y a pas assez de visibilité sur l'horizon. Tout de suite, le risque devient très élevé. Et lorsque le risque est élevé, le taux d'intérêt va dans le même sens. Parce que les gens se diront, si on va en Guinée pour contribuer à investir dans ce projet-là, bien entendu, nous partageons avec vous un risque qui est très élevé, que les investissements soient bloqués, ou bien qu'on ait une difficulté en tout cas sur le terrain. Et un taux d'intérêt élevé est dissuasif pour celui qui veut investir. Donc du coup, les banques vont dire, on va attendre. On a déjà signé un accord de principe sur l'investissement. On se dira, donnons-nous le temps. On se donne le temps jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la Guinée redevienne normale. En attendant, lorsqu'on aura mis dans son portefeuille un gisement aussi important que le Simandou ou un autre patrimoine, un autre potentiel économique, on fait de la spéculation boursière. Effectivement, on gagne beaucoup d'argent. C'est la Guinée qui perd. Et dans cette spéculation boursière, la Guinée n'intervient nullement pas. Nous n'avons aucun moyen de participer à tout ce que ces entreprises-là vont gagner. Ça voudrait dire que sans exploiter les mines, sans exploiter le réseau de trains dont on parle, sans que l'État puisse lever des taxes et des impôts sur l'exploitation, il n'y aura pas d'investissement physique, il y aura plutôt de l'investissement spéculatif et les gens vont gagner beaucoup d'argent au détriment de la Guinée. Bien, un mot sur les assises nationales, cabinet. Justement, on a envie de savoir les raisons parce que vous avez boycotté. Est-ce que le modèle, quelles sont les raisons qui Le modèle, plus globalement, le G58. Le G60, on nous apprend. Nous sommes dans une dynamique globale. Le modèle est dans la dynamique du G58, en solidarité, parce que nous partageons le même point de vue. On en a discuté sur la question. À lieu et place des assises nationales. Les assises nationales, sur le principe, c'est pas mauvais. Sur les assises nationales, on vous accuse de mauvaise foi. Non, je sais pas. Ouais, c'est le G58, bien entendu, je vous dis. Le gouvernement ne comprend pas. Et il y a quand même des observateurs qui ne comprennent pas votre attitude, d'autant que ça peut aller en parallèle avec la création, éventuellement, d'un cadre de dialogue politique. Un cadre qui n'existe toujours pas. Non, ce cadre de dialogue, on en a parlé avant les assises. Si ce même Mais pourquoi dire que si le cadre de dialogue politique proposé était créé et opérationnel, je paraphrase votre communiqué, votre déclaration, vous dites ainsi que les assises nationales n'auraient aucun intérêt dans le contexte actuel. Pourquoi? Écoutez, les assises nationales... C'est des choses différentes là. Ce qui est préoccupant par rapport à ces assises nationales, jusque-là, tout le monde s'interroge à savoir c'est quoi le TDR. Mais je crois que récemment, ils ont mis en place un comité national des assises. Après les avoir annoncés. Après avoir lancé. Après avoir lancé. Donc ça prouve qu'en termes de méthodologie, il y a déjà un souci. Et on ne peut pas nous embarquer parce qu'il y a un nom, Assises nationales, et dire à tout le monde, venez là-dedans, c'est de là que tout va se faire, tout va se discuter là. Je crois que lorsqu'on gouverne, on a besoin de rassurer. Rassurer, il faut envoyer des signaux très forts. D'où l'intérêt de l'inclusivité. Imaginez si nous avions déjà ce cadre de concertation. On nous aurait dit, écoutez, nous avons comme proposition les assises nationales que nous voulons tenir très bientôt. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Parce que ces assises nationales vont traiter des questions politiques et vous êtes des acteurs politiques. Faites-nous des propositions. Nous sommes intéressés à faire des propositions. Nous en faisons régulièrement. Bien. En ce qui concerne le modèle, nous avons des gens qui font des réflexions sur la plupart des thématiques de sujets nationaux. Et bien entendu, on aurait fait. Mais tout de suite, venir embarquer les gens. On a fait les assises nationales, on organise une cérémonie, venez là-dedans, c'est là tout va se faire, le destin de la Guinée se joue ici. Personne ne peut avoir la prétention de dire à tous les Guinéens, c'est ici il faut aller pour faire ceci. Discutez, soyez souple, soyez flexible, soyez pas arrogant. Surtout le pouvoir a horreur de l'arrogance. C'est une junte qui n'écoute pas? Pour le moment, parce que dans les actes, on voit qu'on conduit seul les opérations. On dit oui, on n'a pas besoin de tel, on n'a pas besoin de tel autre. Mais bien entendu, ça semble être de l'arrogance. Mais vous rencontrez souvent le colonel, vous pouvez lui dire normalement. Non, pas souvent.
Vous êtes en contact quand même. Oui, lorsqu'il a envie de me parler, il me demande mon avis sur un sujet. Ce n'est pas que lui, je parle avec beaucoup d'autres personnes. Vous pensez qu'il vous écoute? Pour le moment, il y a des actes qui prouvent que c'est vrai, je dis mon opinion, mais il ne me semble pas que ça soit pris en compte. Bien, dernière question. Vous savez, dans ce genre de situation, tout le monde a envie que les choses aillent de l'avant. Moi, dès le début, j'ai dit clairement, moi, je ne suis pas intéressé par des responsabilités dans une transition. Ce n'est pas ma vocation, ce n'est pas mon rôle. Le rôle que j'ai, c'est de conduire un parti vers des élections et faire élire ses responsables. C'est aussi clair que ça. La transition, nous n'avons aucune hostilité vis-à-vis des acteurs de la transition, y compris les gouvernants. Il n'y a pas de divorce, il n'y a pas, de ligne rouge. Tant qu'on peut se parler, on va continuer de se parler. Quand on parle de dialogue, qu'il soit formel, qu'il soit informel, à chaque fois que vous avez l'occasion de dire ce que vous pensez, bien entendu, on ne va pas fermer la porte. Oui, allez-y. Dernière question. Dernière question sur la CRIEF. Comment sur la récupération des domaines. Les 2 minutes. L'État, la CRIEF, est-ce que sa démarche à gestion en tout cas de la lutte contre la criminalité financière et tout ça, est-ce que vous en êtes satisfait? Ouais. Et au même moment, concernant la récupération des biens immobiliers de l'État, vous dites qu'il faut que les autorités recourent au droit et à la justice et au respect du principe de présomption d'innocence. Oui, bien sûr. Parce que c'est important. Au fait, il faut toujours mettre la forme, Abakar. Parce que si vous ne mettez pas la forme, ça va toujours paraître mal. Parce que c'est une question de perception et les populations ont besoin de bien percevoir ces initiatives-là. En ce qui concerne la récupération des biens de l'État, je pense qu'il y a eu beaucoup de ratés au niveau de la forme. Par exemple, lorsqu'on a vu récemment, en ce qui concerne les domiciles, puisque c'est naturellement, on en a plus parlé, le domicile de M. Sidia Touré et de M. Selou Dalein Diallo, parce que c'est des personnalités qui sont suffisamment connues et qui représentent un enjeu pour la transition, d'autant plus que ce sont des acteurs politiques. Donc il était naturel qu'on en parle beaucoup plus, bien qu'il y a d'autres cas de récupération de biens. Moi, j'étais choqué quand même de voir, si vous voulez, l'armée, y compris d'autres corps, faire une parade dans les domiciles comme si c'était une quête de guerre, comme si c'est un trophée qu'on vient de remporter. Je crois qu'on n'en avait pas besoin, parce que c'est des questions qui se gèrent au niveau civil. Bien que nous soyons dans une transition, le patrimoine bâti pouvait s'en occuper juste avec la transmission des courriers. On n'a pas besoin de faire un spectacle, amener les caméras, filmer les toilettes des gens et tout ça. On n'a rien à gagner à chercher à humilier des personnes. Ça ne vous grandit pas en fait. Bien dit. Et maintenant, j'ai vu aussi la démolition du domicile de la Selou Dalein Diallo. Les arguments qui sont placés, c'est de dire, on attend, la justice, même si après elle prendra une décision, on pourra revenir là-dessus. Le respect de la justice, c'est le respect du délai imparti aussi, avant qu'elle ne prenne sa décision. Qu'est-ce qui presse? Ce sont les 600 mètres carrés là, les 400 mètres carrés là qui vont développer la Guinée. On n'en a pas d'autres espaces. On est tellement pressé, on n'a plus besoin d'attendre, on veut construire un immeuble. D'accord. Mais tout ça, c'est fait avec beaucoup de mépris, beaucoup de violence. Beaucoup de haine. La Guinée, ouais, de la haine, on peut le dire. Mais tout ça n'est pas de nature quand même à renforcer le climat de confiance entre les uns et les autres, parce que ce sont des acteurs qui comptent. Je crois que le CNRD aurait économisé son temps et son énergie à aller dans cette direction-là. Voilà, Kebendi. Grand merci à vous. Vous avez suivi l'émission Mirador avec Mirador. La grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.